Bonjour et bienvenue dans cette émission Secret du patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes dans la merveilleuse, remarquable commune de Neupré. Savez-vous qu'elle existe depuis 1977 77, nous sommes en Belgique, en province de Liège. Cette commune compte plus ou moins 10 000 habitants et elle doit son nom à 4 anciennes communes, puisque le nœud de Neupré nous vient de Neuville-en-Condroz, le P de Plainevaux, le R de Roterinière et le E de Éun-Haut. Nous allons vous faire découvrir ces pépites architecturales et ces sites remarquables avec la complicité des enfants du conseil communal. Alors, je vous invite à me suivre. Nous voici devant le splendide château d'Anglebermont. Éloigné de tout habitat et implanté à mi-pente, ce château doit ses origines au XVIIe siècle. Pour en savoir plus, plongeons-nous dans quelques histoires familiales. Tout commence avec Pierre de Bex, bourgmestre de Liège, qui fut jugé pour sédition et trahison envers l'autorité princière. Il est condamné à mort par le tribunal des échevins et laisse derrière lui une veuve, Ida de Halling. Le père de Ida, François de Halling, avait acquis le château vers 1640. La descendance de Pierre de Bex fut héritière du château actuel pendant les générations. D'épousaille en épousaille, le chevalier Adolphe de la Mine en hérite au XIXe siècle. Oh, château actuel? Comment ça? Monsieur Bernati, vous êtes à l'emplacement où il y avait un grand château. Ah bon? En 1890, la famille de la Mine fait ériger un splendide château beaucoup plus imposant que l'actuel. L'histoire raconte même que les enfants apprenaient à faire du vélo à l'intérieur. Et voilà, encore un coup des Allemands, ça. Ils détruisaient tout à l'époque. Mais non, il a été détruit plus tard. Nous en reparlerons après. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un bombardier américain est tombé le 24 décembre 1944 à proximité des étangs plus bas dans la forêt du château. Sur 10 aviateurs, 4 sont morts dans l'accident. Je me souviens très bien de la destruction de ce second château. C'est à cause d'un grippin. On savait qu'il fallait le réparer. Mais pas du tout, c'est un tracteur. Un tracteur. En fait, fin des années 50, le chevalier de la Mine, avec son tracteur, entame la destruction du château, car pour pouvoir garder financièrement le château actuel qui était plus viable, il devait malheureusement faire ça. En tout cas, ce château reste splendide et très bien entretenu par les propriétaires actuels. En tout cas, un grand merci à Olivia et Noah, les petits stagiaires du Conseil communal des enfants de Neupré. Nous nous retrouverons au prochain épisode. Alors à bientôt pour Secret du patrimoine. Nous voici devant une remarquable restauration de la ferme-château d'Angox, datant de 1777. À l'abri des regards et sur un terrain de 11 hectares, cette ferme forme un quadrilatère encerclant une vaste cour. À l'époque, il n'y avait qu'une habitation de plus ou moins 500 mètres carrés. Nous retrouvons un joli parc, étang et pâture ainsi qu'une belle drève privative. Cette ferme se situe à seulement 2 km du clocher de Roteux. Mais Angox ne dépendait pas, comme on pourrait le croire, de la seigneurie de la Rimière, mais de celle de Sprimont. Les plus anciens propriétaires d'Angox faisaient partie de la famille Setzfau vers 1450. Au XVIIIe siècle, la propriété a été vendue à Lambert Planchard qui remit les bâtiments en état, les orbeliers et les décora de jolies boisseries. Au fil des années, la demeure a été terminée dans la famille Anquet jusqu'en 2013 pour enfin être vendue et rénovée en 15 appartements. Tout a commencé ici il y a approximativement 4 ans et demi. En fait, je suis contacté... Attendez, c'est qui lui? C'est mon travail ça, hein? Je suis l'architecte avec un grand H. Je fais une petite sieste, mais vous préviens, Voilà, le merci. compteur tourne. Hein? Merci, merci. Tout commence donc il y a un peu plus de 4 ans et demi lorsque le maître d'ouvrage me demande de venir visiter cette ferme en carré, ferme-château magnifique du XVIIIe siècle. Et là, je découvre un bâtiment complètement en ruine en fait. C'est intéressant de pouvoir voir à quel point les années sont intervenues sur ce bâtiment. Et voilà, le maître d'ouvrage me demande à un moment donné
d'intégrer dans ce projet une quinzaine de logements avec une dimension énergétique très performante. Et donc, c'est ce que l'on fait. Et en travail parallèle avec le fonctionnaire délégué de la région wallonne, nous intervenons sur les façades de manière très minimaliste. Ainsi, il nous demande de ne pas du tout toucher aux baies existantes, ce que nous faisons, et nous intervenons sur les façades avec des échancrures très modernes et très marquées. Les aménagements floraux et végétaux participent activement au soutien de l'architecture et au respect du patrimoine. Une rénovation qui prend également en considération l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Ça va? Il a fini le scribouillard. Monsieur, sur le sentier communal qui longe la propriété, on a vu un puits mais il n'y a plus de trou dedans. Pourquoi? Ce puits, il était à l'intérieur de la cour avant, mais il avait déjà été rebouché. Et comme on trouvait qu'il était architecturalement très intéressant, on l'a démonté et on l'a remonté à l'identique. D'ailleurs, on pense à le faire rénover de manière à ce qu'il soit maintenant dans le plus bel état. Eh monsieur, les travaux, ça a duré combien de temps? Voilà une excellente question. Sache que les travaux ont duré exactement... Ils ont duré 3 ans en fait. Oui. Voilà. Tu sais, le bâtiment, il est très grand et donc il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir le rénover. Cette ferme-château, décidément, regorge d'histoires et de surprises. Un grand merci à Fanny et Alice, les enfants du conseil communal de Neupré, pour m'avoir guidé dans cette belle visite. Et puis, à un prochain épisode de Secrets du patrimoine. Et évidemment, un grand merci à notre architecte Vincent Faniel pour avoir respecté ce patrimoine. Merci à toi, merci à toi. « 5329 soldats venus des States dans ce cimetière américain des Ardennes. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire avec son nom, eh bien, il y a très peu de soldats tués durant l'offensive des Ardennes qui repose ici. En effet, il s'agit principalement de pilotes et de membres d'équipage, de chasseurs et bombardiers partis survoler et bombarder l'Allemagne. En quelques chiffres, il y a 5311 pierres tombales formant une croix qui est divisée en 4 zones. 5183 croix latines, 128 croix de David, 792 soldats inconnus. 462 soldats disparus dont le nom est inscrit sur des tablettes de part et d'autre de la chapelle. Et ce, sur 36 hectares et demi. Sachez qu'au départ, ce n'était pas ce site qui avait été choisi, mais plutôt près du carrefour de Plainevaux. Malheureusement, une bombe est tombée sur ce site, le rendant inapte. Nous sommes ici devant un aigle américain impressionnant, sculpté en haut relief de plus de 5 mètres. Monsieur Bernacchi, Oui, savez-vous que les flèches que tient l'aigle dans ses serres symbolisent la guerre? En plus, les 3 personnages féminins à côté symbolisent la justice, la liberté et la vérité. très bonne observation les enfants. Et il y a également 13 étoiles qui représentent les 13 fondateurs des États-Unis. Régulièrement, des tombes sont exhumées pour rapatrier des corps aux USA dans les familles lorsqu'ils ont été identifiés grâce à l'ADN. Les murs sud, est et ouest du mémorial sont décorés de grandes cartes de marbre, dont les nuances vont du blanc au crème et du gris au noir. La plupart des inscriptions sont en bronze. Les détails topographiques et militaires sont rendus en mosaïque ou en bronze émaillé. La carte au-dessus de la porte illustre la dernière offensive ennemie, connue sous le nom de bataille des Ardennes, suivie de l'avance des forces alliées vers le Rhin. Dans un tel lieu chargé d'histoire, on ne peut rester de marbre. Maintenant, une petite indication assez particulière. Dans ce cimetière, il y aurait une et une seule femme. Elle s'appellerait Catherine et aurait été infirmière. Mais l'histoire ne nous en dit pas plus pour l'instant. Monsieur Bernacchi, je sais où elle est, suivez-moi. Ah bon? Nous sommes ici dans un des 14 cimetières américains de la Seconde Guerre mondiale, situés hors des États-Unis. En tout cas, un grand merci à mes stagiaires du jour. En effet, Lucille et Julie étaient avec moi. Elles sont membres du Conseil communal des enfants de Neupré. Merci pour leur recherche et évidemment leur dynamisme dans cet épisode de Secrets du patrimoine. À bientôt. Nous
voici à présent dans cet incroyable château de Neuville-en-Condroz dont nous retrouverions des traces au XIIIe siècle. Château remarquablement remis en état il y a peu. À l'origine, le château appartenait à la famille Renier. La première construction est un établissement rural fortifié et édifié à l'emplacement actuel du château. Cette construction appelée Nova Villa in Condrozio signifie nouvelle ferme dans le Condroz. Nous sommes ici près des douves du château, douves qui sont prolongées par des étangs. Et protection indispensable à l'époque, car, il faut le savoir, peu de personnes savaient nager. Moi-même, j'ai un peu peur de l'eau. Pour tout vous dire, en fait, je ne sais pas... Regardez, monsieur Bernacchi, là en haut des tours, il y a des meurtrières. Elles datent du XVe siècle. Il y a aussi une forêt de 600 hectares qui l'entoure. Monsieur, en 1758, il y a un nouveau groupe de bâtiments qui est construit. C'est une ferme qui est disposée en U vers le château. D'accord. Bon, reprenons. D'après mes recherches, eh bien, il y a 1758 hectares de forêt avec des meurtrières sur toutes les façades, partout. Un peu d'histoire à présent, et en particulier celle du début du siècle dernier, perturbée, faut-il le rappeler, par d'affreuses et terribles guerres mondiales. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands mettaient les châteaux à sac et emportaient les meubles et les objets les plus précieux. Ah bon, tout de même. Profiteur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château est réquisitionné à des périodes différentes par l'armée allemande, belge et américaine. Il est inhabité et appartient alors au baron de Tornaco. Le château est en mauvais état et plus meublé. D'ailleurs, en 1944, un missile V1 s'abat au milieu de l'étang et fait beaucoup de dégâts. Alors évidemment, ce qui serait chouette, c'est que l'un d'entre vous saute pour aller récupérer ce missile. Faites bien ça, un missile pour les images, pour l'émission. Alors, lequel? En 1943, décès du baron de Tornaco et le château est vendu à un fabricant de meubles qui exploite et saccage le bois. En 1953, le domaine devient la propriété de la compagnie immobilière de Belgique qui commence à lotir sur ce qui deviendra le bois du Rognac et Neuville-Domaine. Enfin, en 2000, Frédéric Laquet, nouveau propriétaire, débute les travaux de restauration. Décidément, ce château regorge d'histoires et de surprises. En tout cas, merci à mes stagiaires du jour. Il y avait Timothée, Aymeric et Hugo que revoilà. Merci beaucoup pour vos recherches et votre participation à ce secret du patrimoine. À bientôt. Cette saison, nous avons décidé de poser nos caméras dans la charmante et coquette commune de Neupré. Elle se trouve en province de Liège. Saviez-vous que Neupré est né en 1977, fruit de la fusion entre 4 communes, Neuville-en-Condroz, Roterimière, Plaine-Vaux et Haut. Vous allez découvrir des sites formidables, car cette commune de Neupré regorge de pépites architecturales. Toutes ces visites se feront en compagnie des enfants du conseil communal. Et il me reste une chose à vous dire, suivez-moi. Difficile de dire ce qu'était à l'origine le bâtiment que vous voyez derrière moi. Eh bien, il s'agissait d'une tuerie. En d'autres mots, un abattoir. J'ajouterai même que l'histoire commence bien avant, puisque le 27 février 1936, une enquête est lancée auprès des habitants de la commune, suite à la demande de Roger Delecourt, qui souhaite construire une tuerie. Monsieur Faniel! Oh, dites donc, ce n'est plus un abattoir depuis la fin des années 70. Et ce n'est qu'un enfant. Ouf, merci monsieur Bernacchi. Oui. Laissons monsieur Faniel parler de son travail architectural. Monsieur Faniel,
Est-ce qu'il reste des éléments de l'abattoir? Mais écoute, mon petit foie de veau, je suis très content que tu me poses la question. Parce que figure-toi qu'il reste justement la porte de l'ancienne chambre froide et la trémie par laquelle on évacuait les abats sanguinolents. Mais viens avec moi, je vais te montrer. Mais non. Au revoir. Mon petit foie de veau, reviens! Mon petit foie de veau, viens voir! Monsieur Faniel, vous avez fait quoi exactement comme travail architectural ici? Eh ben, mon petit Jarret, viens avec moi, je vais t'expliquer ça dehors, le temps que je me change, et on y va. Lorsque dans les années 2000, je passe très régulièrement devant ce bâtiment, un intérêt naît. Je visite le bâtiment. À ce moment-là, il était à l'abandon depuis la fin des années 70. 10 ans plus tard, on fait l'acquisition avec mes associés de cette belle pièce de bâtiment, puisqu'il y a quand même 200 mètres carrés au sol. Nous décidons de le transformer. Alors, c'est une architecture qui date des années 60, ça a un intérêt assez quelconque. Par contre, notre intervention, elle, est complètement moderniste. Une boîte en suspension, des plans qui coulissent, beaucoup de vitrages, et puis ossature bois, économie d'énergie. On est sur quelque chose qui est vraiment très performant et très actuel. Monsieur Faniel, j'ai perdu 3 enfants du conseil communal. Et tout à l'heure, comme c'était un peu chaud, je me demandais si... Oui, mon petit foie de veau, ils sont derrière la porte frigo. Allez les chercher, je n'en ai plus besoin. Oh, venez les enfants, venez. Allez, sortez. Eh bien, les enfants, on peut le dire, cet ancien abattoir est devenu une demeure architecturale design formidable, n'est-ce pas? Et je vais vous confier une anecdote. Monsieur Faniel m'a raconté qu'il entend toujours la nuit meugler les bovins. Je tiens également, bien sûr, à remercier mes chers collaborateurs, César, Rémi et Martin, pour leur travail de recherche formidable. Je tiens à remercier Monsieur Faniel pour cette découverte fantastique de cette demeure. Pour clôturer cette émission, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Secrets du patrimoine. L'arrivée en Belvédère est toujours un moment magique. Une vaste étendue s'offre au regard. Tous nos sens sont en éveil. Nous sommes ici, au panorama de la Roche au Faucon. C'est quoi ce cours d'eau là-bas? Là-bas? C'est... En fait, c'est le fleuve... c'est la rivière. Il y a 2 millions d'années, l'ours a commencé à creuser son lit sur le plateau du Condroz et s'est enfoncé progressivement jusqu'à son niveau actuel. Le plateau original montait en pente douce vers l'Ardenne. Sporadiquement, l'Ardenne et le Condroz se soulevèrent, augmentant la pente. Dans ces périodes de soulèvement, l'ourte recreusait activement sa vallée. Dites, vous ne trouvez pas que nous sommes fort hauts? Ah oui, on est à 130 mètres au-dessus de l'ourte. Savez-vous qu'il y a 370 millions d'années, ce qui deviendra plus tard la Roche au Faucon était entièrement recouvert par une mer chaude et grouillante de vie. Au cours du temps, des milliards de petits animaux marins se sont déposés sur le fond, formant ce sous-sol calcaire dans lequel on trouve aujourd'hui des fossiles d'animaux marins disparus. Sachez les enfants que l'homme préhistorique a foulé la Roche au Faucon il y a des milliers d'années. Depuis le 19e siècle, les archéologues retrouvent des traces diverses et des objets préhistoriques. Les périodes concernées sont mésolithiques et néolithiques. De l'exposition permanente du Grand Cursus à Liège, on y retrouve une partie des découvertes archéologiques de la Roche au Faucon. Merci à Corentin et Pierre-Yves du Conseil communal des enfants de Neupré pour leur excellente recherche et de m'avoir guidé lors de cette passionnante aventure de Secrets de patrimoine. Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Originalité, créativité dans un style grec. Cette superbe villa fut bâtie dans les années 30 par Monsieur Henrion et regorge d'anecdotes fabuleuses. Construite au sommet de Thiers, de Strivet, à Plainevaux, cette villa est la réplique exacte, à l'échelle réduite, de la bibliothèque du milliardaire américain Vanderbilt.
Pendant l'achèvement de la construction, Marcel Henrion démarra les premiers essais et émission de seringues radio depuis un baraquement. De la radio. Eh oui, Marcel Henrion était un passionné dans différents domaines, dont celui de la radio. Il a commencé en 1920 à Seraing. Ensuite, il a évolué avec son ami, l'ingénieur Pirotte, pour pouvoir diffuser dans la région et même faire de l'ombre à l'Institut national de la radiodiffusion. En 1933, la loi change et on interdit les émetteurs de moins de 10 km du centre des villes. C'est pour ça qu'il est venu à Plainevaux. Oui, très bien. Mais pour faire de la radiodiffusion, il faut une antenne. Or, ici, il n'y en a pas. Mais si, elle était là, sur le toit, jusqu'en 1976. La station était couronnée d'une tour métallique qui supportait l'antenne qui culminait à 22 mètres du sol. Elle a été démontée en 1976 pour des raisons de sécurité. Comme cette villa fut construite dans les années 30, mon petit doigt me dit que des Allemands ont dû passer par ici. Effectivement, au mois de mai 1940, les émissions cessent et la station est réquisitionnée par l'armée allemande pour brouiller les émissions de Radio Londres. Ils ont même emporté tout le matériel en partant. Tout à fait. Nous pouvons même ajouter que l'antenne fut utilisée par la Résistance. À l'intérieur, on pouvait y trouver un studio, une salle des réunions, une salle des machines et même un petit zoo. Et oui, Monsieur Henrion avait beaucoup de créativité. Pour clôturer cet épisode, il me reste à remercier Ilana et Flora du Conseil communal des enfants de Neupré. Rendez-vous dans le prochain épisode de Secrets de patrimoine. Nous voici devant l'incroyable château de Strivet, qui date du XVIIIe siècle. Au départ, c'était une cense, c'est-à-dire une ferme en carré. Le premier propriétaire connu dans les archives est Jean Dieudonné de Potestat, major de cavalerie au service du prince-évêque de l'époque. En mars 1740, la propriété est vendue et c'est la première fois qu'un document mentionne les mots château et chapelle. Et oui, une chapelle. Elle fut construite vers 1830, jouxtant le château. Les propriétaires avaient certainement des choses à se faire pardonner par le bon Dieu. Venez voir ce qu'il y a à l'intérieur de la chapelle, monsieur Bernatchez. Bonne idée, je te suis. De construction simple mais coquette, cette chapelle trône comme un aiglon dans le petit hameau de Strivet. C'est seulement en 1912 qu'elle fut reconnue comme édifice du culte en annexe de l'église de Plainevaux. Elle est dédiée à Sadona qui protège de la foudre. Revenons au château. Début du XXe siècle, l'architecte liégeois Paul Jaspard a fait un travail de réaménagement et de restauration. Effectivement, en plus de ça, Paul Jaspard double la taille du logis en 1906. On retrouve également un parc à l'anglaise avec écurie du style villégiature du début du XXe siècle. Sais-tu que sur la porte, le B veut dire Bernatchez et le M merveilleux? Mais non, pas du tout. Il s'agit du B de monsieur Albert Braconnier, propriétaire jusqu'en 1968, et du M de Fina Mouton. Ça va Thomas, pas besoin de monter sur tes grands chevaux, c'était juste une boutade. Eh bien, ce château regorge d'histoires et de surprises. Il me reste à remercier Thomas et Antoine du Conseil communal des enfants de Neupré pour leur fantastique recherche. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Secrets de patrimoine. Mais ça va, qu'est-ce que vous faites? Dites pourquoi, hein?